Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des entretiens du Club Fantasy. Nous souhaitons à travers nos entretiens mettre en avant les associations et les personnes qui s'engagent en faveur du libre. Nous avons l'honneur d'accueillir ce soir Fouad Abonader, président de l'ONG Naouraj. L'objectif de l'ONG Naouraj est de préserver et défendre le pluralisme, la diversité, le dialogue entre musulmans et chrétiens pour, pour mieux vivre ensemble. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Tarek. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous vous présenter succinctement? D'accord. Donc, je suis le docteur Fouad Abounader. Je suis médecin de formation. Je suis une personne qui a fait, enfin, j'ai participé à la guerre du Liban. Et en même temps, en 1990, j'ai été responsable à plusieurs échelons durant cette guerre et j'ai vécu très bien les problèmes et les affres de cette guerre. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé par la suite que j'ai arrêté de ma profession en tant que médecin. Je me suis reconverti dans la vente des équipements et des produits médicaux. Donc, j'équipe les hôpitaux actuellement. Je travaille au Liban et au Nigeria. Et depuis 1990, j'ai beaucoup œuvré pour le rapprochement parce que j'ai considéré en 1990 que cette guerre, on aurait pu l'éviter s'il y avait eu une bonne communication entre les gens et s'il y avait eu une bonne volonté et une bonne foi entre les gens. Alors, j'ai vu que finalement, la guerre en 1990, quand elle s'est arrêtée, même ceux qui ont été gagnants ou soi-disant gagnants ont finalement perdu parce que celui qui a gagné vraiment, c'était la Syrie à ce moment-là. Donc, nous avons convenu, moi et mes amis, qu'on allait contacter les vis-à-vis, c'est-à-dire les gens qu'on combattait, et pour établir avec eux un dialogue et probablement un rapprochement aussi. Donc, on a fait ce contact avec ces gens-là et on a vu qu'ils avaient les mêmes appréhensions que nous concernant le vis-à-vis, mais en même temps, ils avaient envie de faire, ils avaient un peu cette envie et cette soif de connaître le vis-à-vis parce qu'ils considèrent que, comme moi, qu'ils veulent plus que leurs enfants, que nos enfants arrivent à faire fassent la même chose que nous, c'est-à-dire de combattre ou de faire la guerre. Donc, pour eux aussi, ils avaient un souci majeur, c'est d'éviter à leurs enfants, à leurs familles, de revoir ou de refaire la guerre. Et c'est là, c'était le point de rencontre principal entre nous. Et nous avons dialogué, le pour et le contre. Et avec le temps, j'ai été invité à plusieurs reprises par des partis adverses qui me faisaient la guerre, qui tiraient sur moi, pour que j'aille faire des conférences à leurs gens. Et vice-versa, on les invitait qu'ils viennent chez nous. Et c'est comme ça qu'on a créé cette rencontre entre ces gens-là. Et depuis, maintenant, je suis pratiquement donc, je me suis retiré un peu de la société. C'est mon fils qui est en charge aujourd'hui. Donc, moi, seulement, je prends soin de Nauraj. Pourquoi Nauraj? Nauraj, l'idée de Nauraj est venue en 2010, ensuite en 2011, avec le début de la guerre en Syrie. Et la guerre en Syrie se déversait un peu sur le Liban. Donc, les villages au Liban en pâtissaient de cette guerre ou des gens de Daesh qui rentraient au Liban et qui faisaient des opérations au Liban. Alors, j'ai senti à ce moment-là qu'il y avait un manque sur le terrain qui était très fort. C'est que les responsables politico-militaires se sont rencontrés, mais finalement, les gens en bas ne se sont pas rencontrés. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait cette peur toujours et ces appréhensions au niveau des gens, nous avons décidé de faire une organisation, une association qui s'appelle Nauraj. Nauraj, c'était pour aider les gens à rester sur place, à ne pas quitter. Et pour ne pas qu'ils quittent, il y avait trois facteurs principaux.
et un facteur qui était la base de tout. Les trois facteurs principaux, c'était l'éducation, donc il fallait garder l'école dans le village. Deux, la santé. Connaissant, il faut savoir qu'au Liban, il y a au moins 30% de Libanais qui n'ont aucune couverture santé hospitalière. Et trois, trouver des emplois, donc de création d'emplois pour que les gens puissent rester. Ça, ce sont les trois piliers qui gardent les gens dans les villages. Mais il y avait une chose qui était très importante, c'était qu'il fallait créer ces contacts et ces alliances entre les différentes communautés au Liban. Et c'est là où Naouraj a pris l'essence de sa mission, si vous voulez, ou le fondement de sa mission. C'est vrai que nous, on est en train d'aider au niveau développement, on garde l'école, on crée des petits hôpitaux et dispensaires pour que les gens puissent avoir un minimum de couverture santé. Mais on faisait aussi une chose, c'est on ramenait les gens ensemble. C'est-à-dire on créait des événements pour que les gens de ce village sunnite se rencontrent avec les gens du village chrétien pour qu'ils apprennent à se connaître. Et on a été très étonnés de voir que dans des régions, par exemple, il y avait des villages qui vivaient en autarcie. Personne ne visitait l'autre et personne n'allait chez l'autre. Là, il y a un second point qui est très important. Il y a au Liban 1611 villages. Sur les 1611 villages, il n'y a presque aucun village mixte, presque je dis, entre les musulmans sunnites et les musulmans chiites. Il n'y a presque aucun village mixte entre les musulmans chiites et les druzes et les sunnites. Donc pratiquement la seule communauté qui vit avec toutes les autres communautés dans un même village, c'est les chrétiens. Donc, et ça c'est le deuxième fondement aussi, c'est que le chrétien est le ciment de ce pays. Et c'est aux chrétiens, surtout aujourd'hui, dans la phase par laquelle on passe, où le Moyen-Orient est divisé aujourd'hui entre sunnites et chiites, et c'est eux qui aujourd'hui se font la guerre. Il est très important qu'il y ait un troisième facteur, une troisième communauté qui fasse un peu une zone tampon et qui bâtisse des ponts entre les différentes communautés, que ce soit entre les sunnites et les chiites, ou que ce soit entre les druzes et les chiites et les druzes et les sunnites. Et c'est pour ça que Naouraj s'est lancé sur le terrain pour en même temps travailler sur le développement, mais en même temps créer des liens entre les différentes communautés. Et la plateforme de ces liens entre les différentes communautés musulmanes ou chrétiennes ou druzes, c'est de travailler ensemble pour créer des emplois, travailler ensemble pour la création de projets de développement pour les régions. Et c'est là où nous avons fait un grand pas en avant, où nous avons pu, dans une certaine région par exemple, de faire un projet mixte de coopérative entre, par exemple, des sunnites et des chiites et des chrétiens, pour justement qu'on crée un projet de développement comme on a fait par exemple dans la région du nord de la Bekaa. Et une deuxième chose qu'on a faite aussi, c'est quand il y a eu en 2014, dans la région de Ersal, un grand clash ou une grande bataille entre l'armée libanaise et les gens de Daesh qui étaient venus de Syrie dans ce village chrétien qui était sunnite, qui est toujours sunnite. À ce moment-là, les gens de Daesh, quand ils se sont retirés du village, ils ont kidnappé 41 soldats et gendarmes, ils les ont pris dans la montagne, ils ont tué à ce moment-là 3 chiites. Il y a une réaction des chiites qui ont kidnappé des sunnites du Liban, de la région et vice-versa. Et c'est là où nous avons agi avec le maire de la région de Ras Balbek, qui est un village chrétien, pour qu'il fasse les contacts pour qu'on puisse libérer les otages et empêcher qu'il y ait plus une effusion de sang. C'est là où on a réussi justement à faire cet échange de personnes qui étaient kidnappées. Voilà. Donc, c'est juste pour vous donner une idée que c'est vrai, on peut faire ça, le développement d'une façon comme ça en autarcie, mais c'est mieux de le faire sur une base plus élargie en invitant les villages avoisinants à participer à ceci. Et c'est là toute l'essence de la mission de Naouraj. Bah, vous avez répondu à deux questions en une, c'est parfait. Alors ma prochaine question, c'est de quelle manière votre association est venue en aide aux victimes
de la tragédie du 4 août 2020 à Beyrouth. Donc, avec Nauraj, nous avons essentiellement mis le paquet dans les régions qui étaient en dehors de la ville, en dehors de la capitale, parce que c'était les régions qui étaient les plus démunies et qui n'avaient pas eu des aides de l'État. Ce qui fait qu'on a travaillé essentiellement dans ces régions-là. Quand il y a eu l'explosion, on s'est dit non, maintenant, les gens de Beyrouth ont besoin, parce que c'était une catastrophe humaine extraordinaire qui a mis 300 000 personnes en dehors de leur maison. Il y a eu 6 500 blessés au moins, avec 200, maintenant nous sommes à 206, 207 morts dans cette explosion. Et en même temps, il y avait des dizaines de milliers de maisons, je ne sais pas, 70 000 peut-être appartements qui ont été détruits. Pardon. Ce qui fait que nous avons mis le paquet justement pour travailler sur Beyrouth. La première chose qu'on a faite, on a commencé à déblayer les rues parce qu'il fallait faire un choc. Les gens étaient en état de choc, les maisons délabrées, les gens dans les rues. Et on a fait la première chose, déblayer les rues pour qu'on puisse circuler dans cette région sinistrée. La deuxième chose, nous avons tout de suite amené des aliments, des rations alimentaires pour les gens et nous avons mis des tentes pour que les gens puissent venir et nous dire de quoi ils ont besoin urgemment, c'est-à-dire rations alimentaires et médicaments surtout pour les malades qui ont des maladies chroniques. Alors, donc, nous sommes venus en aide aux gens et il fallait aussi rappeler aux gens que nous étions en plein dans la pandémie de la COVID et nous avons fourni aux gens les masques, les hand gels, tout ce qui était nécessaire pour la désinfection, etc. Bon, par la suite, nous sommes rentrés dans certaines institutions, c'est-à-dire 2 hôpitaux, l'hôpital de la quarantaine où nous avons aidé à déblayer et nous leur avons fourni aussi des kits pour des médicaments et des matériels pour désinfecter, etc. Et en même temps, nous avons été à l'hôpital de Notre-Dame du Rosaire. Pour aussi, parce que c'est un hôpital qui a été presque soufflé à cause suite à l'explosion. Voilà. Donc, nous avons été dans ces 2 hôpitaux et finalement, nous avons mis tout le focus sur un seul hôpital, sur Notre-Dame du Rosaire. Et c'est là où nous avons pu décrocher une aide, par exemple, de Dassault Aviation, qui a donné 150 000 € pour remplacer certains équipements qui ont été détruits durant l'explosion. Donc, et maintenant, nous continuons aussi avec l'hôpital Notre-Dame du Rosaire. Ensuite, nous sommes partis vers l'école qui était la plus proche du port, qui est l'école du Sacré-Cœur, des frères maristes du Sacré-Cœur de Gemaizé. Cette grande école qui a beaucoup souffert aussi par cette explosion. Nous avons aidé aussi au nettoyage des classes et tout. Et ça a demandé des semaines pour enlever tout ce qui était détruit. Et nous avons aussi aidé l'école dans la collecte des fonds pour immédiatement reconstruire. Le but de notre action, notre activité avec l'école de Gemaizé, du Sacré-Cœur, nous avons voulu que l'école redémarre à la mi-septembre comme il était prévu. Donc, nous avons mis le paquet avec l'école justement pour faire ceci. Nous avons donné aussi de l'argent pour les bourses scolaires des enfants. Et ensuite, par la suite, nous avons fait une grande foire de Noël durant 3 semaines à l'intérieur du collège du Sacré-Cœur pour créer une certaine animation et redonner de la joie aux gens qui habitent dans le quartier. Donc, nous avons eu 70 exposants. Et nous avons fait une aire d'activité pour les enfants, une grande aire pour que les exposants puissent vendre leurs produits gratuitement. Donc, ils avaient des stands gratuits et toutes les recettes, ils les prenaient pour eux. Nous voulions absolument que ces gens-là, au moins, se fassent des réserves pour les jours à venir. Et ensuite, il y avait une aire, bien sûr, pour tout ce qui était
des petits cafés, restaurants, cafétérias, etc. Voilà. Donc, nous avons voulu redonner de la joie aux gens. C'est pour ça qu'on a créé dans ce quartier de la musique, on a fait des concerts, on a fait des activités pour les enfants. Il y a un grand organiste franco-libanais qui s'appelle Naji Hakim, qui est venu faire une très belle démonstration à l'intérieur de l'église qui a été réparée à temps. C'est-à-dire à Noël, on était prêt pour recevoir Naji Hakim avec les vitraux qui ont été refaits, etc. Voilà. Ça, ce sont les activités que nous sommes en train de faire. Mais la plus grande activité que nous avons fait dans cette région, c'est la réparation des maisons. Parce que pour nous, il était impératif que les gens puissent regagner leur maison le plus rapidement possible avant la saison des pluies. Et nous, avec toutes les ONG sur place, nous avons fait 60 maisons de l'extérieur et de l'intérieur avec le remplacement au niveau des meubles, les ustensiles pour la cuisine, les choses comme ça. Donc, nous avons fait l'intérieur et l'extérieur pour 60 maisons. Et ça, nous en sommes très fiers parce que nous avons redonné à la maison comme ça parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui n'ont fait que les vitres et les façades externes. Mais alors que c'est l'intérieur, finalement, les gens vivent à l'intérieur. Il fallait redonner à ces gens-là un peu un intérieur qui serait digne pour eux, pour qu'ils puissent revivre. Voilà. En fait, ce qui était impressionnant, c'est de voir toute cette jeunesse motivée à aller aider les victimes de cette tragédie. Parce que franchement, se remettre aussi rapidement, on s'en est pas remis. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a repris pied rapidement pour pas laisser les gens sans abri. Absolument, ça c'était le souci majeur. Et j'aimerais vous raconter comme ça une petite histoire dans toute cette histoire macabre et sinistre, si vous voulez. Donc, les premiers jours, dès le premier jour, quatrième, cinquième jour, je descendais vers la zone de Beyrouth, parce que j'habite un peu à l'extérieur de Beyrouth, et on s'est arrêté à un feu rouge. Et il n'y avait pas beaucoup de voitures parce que les gens étaient vraiment sonnés par cette explosion. Les gens avaient été écœurés, ils étaient fatigués, c'était très, très dur. Croyez-moi, ça a été très dur. Ouais, Alors, il y avait dans une voiture qui était comme ça arrêtée au feu rouge, 3 jeunes filles, et de leur voiture, il y avait 3 manches à balai qui sortaient de la fenêtre. Alors, les gens ont supposé que ces filles descendaient à Gémeise et à Saint-Michel pour balayer les rues. Alors, les gens qui étaient dans les voitures arrêtées au feu rouge sont sortis des voitures, ont entouré la voiture des filles, ont commencé à les applaudir. C'était vraiment quelque chose qui va dans le sens que tu as dit, Tarek, c'est-à-dire que la solidarité, c'est finalement ce qui a sauvé le Liban. Et pour vous dire une chose, s'il n'y avait pas eu les ONG sur le terrain, il n'y aurait pas eu un seul service de l'État, parce que l'État était complètement absent. L'État était complètement... C'était le plus criant, quoi. On regarde la télé, on voit les gens qui ont encaissé un choc, et puis ils sont en train de t'éblayer, c'est quand même incroyable, quoi. C'est surtout ça que j'ai retenu. Absolument, absolument. S'il n'y avait pas eu ces jeunes et les ONG, la catastrophe aurait été multipliée peut-être par 10 avec les gens aujourd'hui. Sans maison, sans vitres, sans rien, sous la pluie, croyez-moi, ça aurait été vraiment un désastre. Avec la recrudescence de la Covid, ça aurait été vraiment dévastateur. Vraiment. Ouais. Et malheureusement, nous avons des responsables irresponsables au niveau du gouvernement libanais qui jusqu'à maintenant n'ont démontré aucune compassion envers ces gens-là. Et aujourd'hui même, ils ont enlevé et saqué le procureur qui était responsable de l'enquête du port. Et dès qu'il a commencé à demander aux ministres, à certains ministres, à certains députés de venir, ils l'ont enlevé. Ça, c'est pour vous dire un peu le niveau d'irresponsabilité que ces soi-disant responsables au Liban ont. Oui, parce que c'est pas une petite erreur, quoi.
C'est Oui. ça qui est choquant. C'est une bombe atomique. Ouais. C'est-à-dire, après Hiroshima et Oui, Nagasaki, c'est du même niveau, quoi. Mais oui, c'est du même niveau, bien sûr. La question, c'est, vous qui êtes un fin connaisseur de la vie politique libanaise, quel regard portez-vous sur la crise que traverse le Liban? La crise, le problème essentiel au Liban, c'est le conflit entre les communautés religieuses et la lutte pour le pouvoir entre elles. C'est ça le problème initial. C'est pour cela que nous avons toujours devant nous, nous avons eu toujours en face de nous deux situations. Ou bien on fait la guerre, c'est la guerre civile, ou bien on fait un compromis entre les différentes communautés et à ce moment-là, place au népotisme, au business, les gens qui mettent la main dans la caisse de l'État et qui prennent ce qu'ils veulent et qui emploient autant d'employés qu'ils veulent, etc. Donc, ou bien le compromis avec toute la corruption qui vient avec, ou bien c'est la guerre. Il n'y a jamais eu une idée que non, il faut aller trouver une troisième voie qui puisse en même temps finir avec cette lutte pour le pouvoir et créer un peu une homogénéisation dans la vie politique. Parce que comme vous savez que le Liban est fait de 18 communautés religieuses Oui, qui bien vivent sûr. entre elles selon un mode spécial. Donc, nous, on préconise qu'il faut qu'on arrive à une solution qui suive les choses suivantes. Un, il faut absolument que le Liban, dans ses 18 communautés, soit un pays neutre. C'est-à-dire, il faut qu'on sorte il faut plus qu'on soit dans un clan déterminé ou qu'on prenne parti politique, parti avec un pays quelconque ou une politique quelconque. Il faut absolument, absolument qu'on soit en dehors de tout ce qui se passe au niveau local, au niveau régional et international, parce que finalement, tout retombe vers l'intérieur et chaque partie libanaise va prendre un allié à l'extérieur et cet allié extérieur devient beaucoup plus fort que la partie libanaise et commence à imposer Ouais. des choses pour eux. Donc, un, la neutralité du Liban. Deux, il faut créer une décentralisation du Liban et une décentralisation qui serait administrative et pour le développement aussi. C'est-à-dire, il faut absolument qu'on suive un système où chaque région aura son propre budget pour faire un peu promouvoir tous les services régaliens, tous les services d'ordre que les gens ont besoin pour le moment au niveau ramassage des déchets pour commencer l'écolage, l'hospitalisation, les routes, etc. Parce que finalement, le problème, c'est que l'État est défaillant et en même temps, il empêche les gens d'agir. Donc, autant laisser les gens agir et que l'État monte une autorité qui va faire la régulation et le monitoring et le suivi. La troisième chose, pour créer plus de rapprochement entre les gens. Vous savez, aujourd'hui, au Liban, qui est un pays sans religion d'État, donc il n'y a pas une religion d'État au Liban, mais chaque communauté vit en autarcie, c'est-à-dire ils ont leur propre système, leur propre tribunal, leur propre loi pour le mariage, le divorce, l'héritage, etc. Il faut à tout prix unifier le statut personnel dans le code civil au Liban pour qu'il y ait un seul code civil suivi par tout le monde. Si je veux, moi, me marier civilement, je peux le faire. Si je veux me marier religieusement, je peux le faire. Et les deux sont acceptés. Donc, il faut créer un système où les gens vraiment auront on unifie tout ça pour qu'il y ait vraiment un endroit, une plateforme où les gens vont se rencontrer sans avoir à aller se marier à Chypre. Ou bien, comme il y a un couple qui ont obligé le notaire d'enregistrer leur mariage. C'est un couple sunnite chiite qui finalement, à cause de la pression de la famille, aujourd'hui ils sont en Suède parce qu'ils ont peur de leur famille. Donc c'est des choses inadmissibles aujourd'hui et ce n'est pas possible que cette chose continue. Ah, La quatrième. excusez-moi, on a l'impression que sur le plan des institutions pas juridiques, ça évolue pas, ça, je trouve que ça régresse même. Il y avait plus. Absolument. Et la quatrième, c'est le côté juridique. Il faut absolument
que le côté juridique soit complètement indépendant de la politique pour qu'il n'y ait pas une influence politique sur les décisions des juges. Et le cinquième point, c'est qu'il faut à tout prix avoir une loi électorale où chaque citoyen se sentirait à l'aise et n'aurait pas peur et ne sentirait pas, par exemple, qu'on lui a pris ses prérogatives. Comme ça, lui va pouvoir élire son propre député. Et c'est là où il est très important de suivre la loi uninominale, que les régions du Liban soient divisées en petites circonscriptions et que chaque personne, one man, one vote, avec chaque vote sera par une personne. Et en même temps, chaque personne saura à qui il faut demander des comptes. Parce qu'aujourd'hui, on sommes en train d'élire des députés qui n'ont aucune influence. Parce qu'il y a le patron de la liste ou le patron du groupe, c'est lui le grand patron. Alors eux payent par exemple au fond, je ne sais pas quoi. Donc ils sont dedans sur la liste, mais ils n'ont aucune utilité au niveau du public. Voilà, ça c'est d'après moi la sortie de crise que nous sommes en train de préconiser actuellement. Nous sommes en train de travailler dessus aussi pour donner une troisième voie à ce système libanais qui est complètement aujourd'hui rouillé. Alors, pour terminer, j'avais une dernière question. Avez-vous un message à adresser à la jeunesse libanaise? Vous avez sauvé les gens comme moi, qui à un certain moment sentaient que malgré tout ce qu'on a fait pour approcher les gens, on arrivait toujours à un mur. Et vous, la jeunesse, le 17 octobre 2019, vous avez prouvé que ce Liban était encore viable et que ce Liban était vraiment un espoir pour tout. Vous avez redonné un espoir pour tout le monde. Parce que dans votre révolution, qui s'est faite dans toutes les régions en même temps, ce qui est unique et la première fois que ça arrive au Liban, et en même temps, chaque communauté est descendue pour faire la révolution et contester son propre leader, c'est-à-dire les chiites se sont attaqués aux responsables chiites, les druzes contre les druzes, chrétiens contre chrétiens, etc. Et ça, je crois, c'est la chose la plus importante qui est arrivée au Liban depuis 100 ans, parce que le Liban a 100 ans aujourd'hui. Donc, moi, vous avez redonné espoir à tout le monde. Il faut continuer comme vous avez commencé. Il faut qu'on crée un Liban propre, un Liban qui serait bâti sur des principes et des fondements qui seraient clairs et qui seraient équitables à tout le monde. Et en même temps, vous, la jeunesse, vous devez prendre le pouvoir pour le futur, pour créer ce Liban que vous voulez, pas celui que vos parents vous ont légué. Donc, vous devez créer votre Liban à vous. Et moi, je suis complètement confiant dans cette jeunesse qui s'est révoltée il y a plus d'un an déjà et qui ont démontré qu'ils avaient vraiment compris le problème du Liban et qu'ils étaient prêts à transcender tous ces problèmes pour bâtir un Liban où on peut tous vivre en toute liberté, égalité, dignité et sécurité. Alors, je tenais encore à vous remercier d'avoir accepté Merci, notre Tarek. invitation et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Tarek. À très bientôt.